Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce 273e épisode du podcast À côté de mes pompes. Et je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour vos écoutes nombreuses, vos retours sur ces émissions semaine après semaine. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, je vous propose une immersion dans l'univers du trail avec deux invités d'exception, Alexis et Frédéric Berg. Frédéric, journaliste, aventurier, et Alexis, photographe de talent, mais aussi auteur disposant d'une belle plume, partagent une passion commune pour le trail qu'ils pratiquent tous les deux. Ensemble, ils sont également les fondateurs des éditions Mons, une maison d'édition dédiée aux beaux livres sur le trail, à la montagne, mais également au sport outdoor. Pour ce tout premier enregistrement ensemble sur un podcast, je leur ai réservé quelques surprises. Un invité mystère viendra enrichir notre conversation et ils se prêteront en fin d'épisode à un quiz pour tester cette complicité fraternelle. Entre aventures sportives, récits captivants et projets littéraires ambitieux, cet épisode vous invite à l'évasion et je ne peux que remercier Alexis et Frédéric d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Enfilez vos chaussures, de préférence de trail, et tendez l'oreille. Je vous accompagne pour découvrir l'univers d'Alexis et Frédéric Berg, trail, photographie et écriture, entre complicité et évasion. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir Frédéric, bonsoir Alexis. J'ai l'immense plaisir de recevoir deux personnes qui comptent dans le milieu du trail. En tout cas, ravi Frédéric et Alexis de vous recevoir sur ce podcast À côté de mes pompes. On en a parlé en off, c'est votre première fois tous les deux dans un podcast. Oui, je prends la parole le premier, Frédéric. Oui, c'est la première fois, c'est la toute première fois qu'on se retrouve à parler ensemble de nos projets et de notre parcours. Vas-y Alexis. Et j'en profite pour saluer, donc voilà, ça c'est mon timbre de voix. Je ne sais pas si on a un timbre de voix similaire. Des fois, on nous dit que ça se ressemble. Donc voilà, ce sera difficile pour les auditeurs de faire la part des choses. La part des voix, ouais. Je bafouille un peu plus que mon grand frère. Alors, je vais laisser Frédéric débuter pour que tu puisses nous exprimer quel est ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, et on abordera ensuite ce lien avec le trail et le monde de la course à pied. Est-ce que tu as toujours baigné dans ce monde du sport ou est-ce que c'est arrivé un petit peu par hasard ? J'ai toujours fait du sport, mais le trail est venu en fait assez tardivement. Après un accident de parcours, une jambe cassée et une convalescence qui m'a conduit à courir, et ça j'avais 37 ou 38 ans à l'époque. Mais oui, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du foot, du tennis, du rugby, plein de choses. Et le trail est arrivé de manière assez étonnante, parce qu'en fait mon premier dossard de toute ma vie, c'est la Diagonale des Fous en 2009. Comment on peut, pour un premier dossard, se dire « je vais faire la Diagonale des Fous » ? Ouais, c'est une histoire un peu particulière, j'ai déjà un peu raconté, mais en fait, je me suis cassé la jambe bêtement en jouant au foot. D'ailleurs, Alexis était pas très loin de moi à ce moment-là. Et le chirurgien qui m'a opéré est un chirurgien qui connaît pas mal les sportifs, qui est à Angoulême. Et il m'a dit, il y a un truc qui fonctionne avec les sportifs, c'est de leur mettre en tête un défi avant de les opérer. Et en général, ils s'y tiennent. Et c'était un samedi, et il y avait un match du Stade Toulousain en Coupe d'Europe. C'était en mai 2007. Et il m'a dit, je t'opère dans 2 heures, donc ça te laisse le temps de réfléchir. Et je sais pas pourquoi, la Diagonale des Fous est venue assez vite dans ma tête. J'avais vécu à La Réunion, j'ai travaillé comme journaliste entre 99 et 2000. Et quand il est revenu, je lui ai dit la Diagonale des Fous. Et voilà, mais ça m'a jamais quitté, donc il avait raison. Et 1 an et demi après l'opération, je prenais le départ de cette course, et c'était ma première course. Je n'avais jamais
pris le départ d'une course avec un dossard. Et voilà, à l'arrivée, je pensais vraiment que ce serait une expérience unique, et puis finalement, ça fait 15 ans et j'ai jamais arrêté. Tu as parcouru les plus grands trails au niveau de la planète ? Bah, non, j'ai un petit peu couru aux États-Unis et au Canada parce que j'ai eu la chance de vivre au Québec pendant plusieurs années. Mais aux États-Unis, j'ai fait que 2 ou 3 courses sur des formats 50 miles essentiellement. Au Québec, je suis arrivé en 2012, au moment où il y avait très très peu de trails. Et quand je suis parti, je suis parti complètement en 2016, mais à l'époque, en l'espace de 4-5 ans, le trail s'est développé de manière assez incroyable au Québec. Et donc là pour le coup au Québec, j'ai beaucoup couru. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire l'UTMB, de terminer l'UTMB une fois, l'OCC aussi assez souvent. J'ai pas tant dépassé les frontières. Je suis allé une fois courir la Trans-Lantau à Hong Kong. Et voilà. Et sinon, essentiellement en Europe, en Suisse, un peu en Espagne, Italie, voilà. Mais et j'ai compté récemment sur des courses de plus de 25 km, j'en ai fait 140 depuis 2009, depuis octobre 2009, cette fameuse Diagonale des Fous. Alors, ce qu'on disait en off, vous venez tous les deux d'une région qui n'est peut-être pas la plus propice aux expérimentations du trail, la Charente. Comment on peut se préparer quand on a vécu dans un territoire qui est comme le Loiret où j'habite, relativement plat, sans grandes aspérités ? Ouais, alors moi je suis né à Besançon, donc mais en fait j'y suis pas resté très longtemps, et j'ai eu la chance de passer plus de 10 ans au Rwanda en étant gamin, et le Rwanda est un pays très montagneux. C'est pas que le pays des 1000 collines, c'est surtout un pays très haut perché, puisque nous on vivait à Butare, et Butare est à 1700 mètres d'altitude, et j'ai passé les 10 années de l'âge de 4-5 ans jusqu'à l'adolescence à crapahuter. Donc, en fait, j'avais un pied un peu montagnard. J'ai toujours adoré la montagne. J'en ai fait beaucoup, y compris l'été. Mais vraiment, d'abord le trail, je savais pas ce que c'était avant de découvrir la Diag. Et, oui, le fait est que Alexis est né en Charente, et moi j'y ai longtemps vécu. Et c'est sûr que c'est extrêmement plat, même si et beaucoup de coureurs qui vivent en plaine le savent, on arrive à trouver du dénivelé partout, y compris dans les départements les plus plats. Donc on trouve des parades, des escaliers, des carrières. C'est le cas en Charente. À 600 mètres de chez moi, j'ai un raidillon. D'ailleurs, je crois qu'Alexis, pendant un temps, avait le record Strava. Un petit raidillon qui fait 37 mètres de dénivelé sur 180 mètres Et il m'est arrivé de le répéter. Il m'est arrivé des dimanches de le répéter 80 fois. Et puis le Massif central pour moi était à peu près à 3h30, et les Pyrénées 4 heures. Donc au moins une fois par mois, j'allais dans un massif ou dans l'autre. Alors sur le plan professionnel, Frédéric, comment tu en es venu à ce métier de journaliste qui t'a fait parcourir le monde, et comment tu t'es orienté par la suite vers ce domaine sportif et le trail ? Le journalisme, c'est arrivé presque par hasard grâce au rugby. Je joue au rugby à un niveau régional, un niveau très amateur. Mais en fait, j'avais rencontré à plusieurs reprises le journaliste de la Charente Libre qui s'occupait du rugby. Et à l'époque, je faisais des études de lettres, je me destinais plutôt à être prof, un peu comme toi. Et d'ailleurs, j'ai pas complètement abandonné l'idée un jour de retourner à ce métier-là. Bref. Et à l'époque, ils cherchaient des pigistes sportifs pour suivre l'actualité, alors du rugby régional, du foot, et en fait, j'ai commencé comme ça. Le tout premier match que j'ai suivi, c'était un match Cognac-Guéret en octobre 97. Et les 3 années qu'on suivi, j'ai passé tous mes week-ends
à aller à droite, à gauche, suivre des compétitions sportives. Assez vite, j'ai été aussi pigiste pour la locale, donc et par la force des choses, on m'a proposé un premier CDD, puis un deuxième. Et pour moi, l'année qui a été un peu l'année de bascule, c'est l'année 2000, puisque j'ai réussi un certain nombre de concours, notamment le concours d'enseignant, le CAPES à l'époque. Mais c'est aussi l'année où j'ai eu mes premières propositions. Donc je fais partie des journalistes qui ont commencé leur métier sans passer par l'école, même si j'ai eu la chance de faire des formations après dans diverses écoles. Mais j'ai commencé comme ça, alors que moi, mon projet, c'était de devenir enseignant. Comment aujourd'hui tu arrives à cette couverture médiatique par des articles que tu proposes, que tu publies à travers le trail? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est l'intégralité de ton champ disciplinaire dans ton métier de journaliste exclusivement sur le trail, ou est-ce que tu abordes quand même d'autres thématiques, d'autres sujets au quotidien? Écoute, pendant plus de 20 ans, à part ma parenthèse au Québec qui a duré 4 ans, j'ai travaillé pour la Charente Libre, donc un quotidien départemental, où je suis passé par le service des sports, mais j'ai aussi fait à peu près tous les services. Et moi, j'ai même plutôt une spécialité en presse quotidienne de chronique judiciaire et de faits divers. Mais j'ai fait à peu près tous les services. Là, c'est le hasard, mais j'ai quitté cet emploi il y a quelques jours. Je donne des cours dans une école de journalisme, mais vraiment quelques heures par semaine. Et je me consacre à la maison d'édition, dont on parlera un peu plus tard maintenant. Les piges que j'ai pu faire ou les collaborations que j'ai pu avoir avec des revues de course à pied, aussi au Québec, en France, elles datent de 2014. À une époque où, avec Alexis, on avait identifié plusieurs choses. D'abord, on est allé, il est venu m'accompagner sur la Diagonale des Fous en 2013. Il a fait des premières photos à l'époque, il y avait eu un petit film. Et ça nous a permis des contacts avec certains titres. L'offre n'est pas pléthorique aujourd'hui, mais elle n'était pas plus à l'époque. Il y avait Nature Trail qui se lançait, il y avait Endurance et Esprit Trail, voilà, et puis quelques revues plus spécialisées en course à pied. Et voilà, moi j'ai collaboré simplement en leur proposant des sujets. J'ai passé plus de temps chez Nature Trail, j'ai même été présent au lancement du titre. Et voilà, après, je n'ai jamais fait que un travail de journaliste lié au trail. Et assez vite, en fait, on a développé la partie éditoriale, donc un premier livre qui s'appelait Grand Trail au singulier, qui documentait le trail et l'ultra. Et puis ensuite, donc en fait, assez vite, ça s'est partagé entre des piges que je continue à faire de temps en temps pour des revues de course à pied ou de trail, et puis toute la partie éditoriale et les livres sur lesquels on a travaillé ces dernières années. Alexis, de ton côté, toi tu es l'œil, on va dire, de ce duo. Vous êtes deux frères. Frédéric a, on va dire, le côté plume, et on te connaît pour une expertise photo. Et je pense que beaucoup de personnes ne t'ont jamais peut-être entendu sur un podcast, mais ont au moins vu une de tes photos sur des magazines, sur peut-être des sites internet. Comment, sur le plan sportif, tu pourrais résumer ta carrière? L'enfant Alexis, qu'est-ce qu'il pratiquait? Je crois que c'est le ballon ovale également. Oui. Moi, je faisais aussi du rugby et puis un peu plein de sports. Quand j'étais ado, mon frère est en train de faire des signes, vous voyez pas, mais de karaté, il est à côté de moi. Non, mais oui, j'ai fait pas mal de sport jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis, en fait, j'ai fait un petit peu la même chose on a 15 ans de différence avec Fred. Et en fait, moi aussi, par le rugby, je me suis retrouvé à écrire dans un journal le même, La Charente Libre, quand j'étais encore au lycée. Et en fait, j'ai commencé par le journalisme et par l'écriture. Et donc voilà, pas du tout la photo à l'époque. Tu suivais les pas de ton frère, c'était le modèle. Exactement, on a même travaillé en fait dans le même journal à un moment donné. On était des bureaux à côté. Et moi, j'ai fait une école de journalisme.
presse écrite, voilà. En fait, pendant très longtemps, la photo est arrivée assez tard en fait. Pour moi, c'était pas du tout une passion d'enfance ou d'adolescence. C'est arrivé un peu par accident, un peu plus tard, progressivement, pas si tard non plus, hein. Mais voilà, donc je me suis mis à faire de la photo. D'abord, pas du tout dans le sport. Euh, J'avais plutôt des sortes d'aspirations un peu photojournalistiques euh, que j'ai finalement pas poussé si loin. Et la photo est restée comme ça, une sorte d'activité un peu secondaire, jusqu'à un autre accident, un accident sans blessure, hein, mais la rencontre avec le trail. Donc quelques années après que Fred ait commencé le trail et son histoire avec le trail à la Diagonale des Fous, ben moi aussi. Il le disait tout à l'heure, je l'ai accompagné en 2013. Il courait, j'ai fait des photos. C'est mes toutes premières photos de trail. Donc il y a un peu plus de 10 ans. Et ça, par contre, c'est vrai que ça a pas mal modifié un peu ma trajectoire après ça, parce que très vite, c'est devenu là pour le coup mon métier, de faire des photos des gens qui courent dans la montagne. Euh, Comme je le disais, c'était assez peu prévisible avant ce moment de bascule, parce que j'étais assez extérieur à ce sport pour être honnête. J'ai déjà raconté, mais en 2013, donc j'avais accompagné Fred qui courait la Diagonale des Fous, donc je l'accompagne au départ. Et puis je pars sur le parcours pour faire des photos. J'avais vraiment aucune expérience vraiment. Mais bon, j'avais compris un peu comment lire une carte et voir où est-ce que la course allait passer. Et donc c'était la nuit, et je me souviens de m'installer dans un champ à peut-être 30 kilomètres après le départ, poser une lumière sur un arbre pour faire des photos des premiers arrivants. Et ma toute première photo de trail, dessus, il y a deux types qui passent. Je fais une photo comme ça, un peu surpris par leur arrivée. Et pour la petite histoire qui raconte à quel point j'étais quand même, à quel point je débarquais dans ce sport, j'avais aucune idée de leur identité. Sur la photo, il y a François Den et Kylian Jornet. Et donc ça, c'est pour te dire, c'est en 2013. Je prends cette photo, je sais pas qui c'est. Euh, et très vite, j'ai appris qui ils sont. Et on a, comme disait Fred, très vite après cette première expérience, entamé un projet qui a quand même été assez fondateur de toutes les autres histoires. C'est ce livre Grand Trail, publié en 2015 aux éditions La Plage. Une sorte d'encyclopédie de ce sport avec faut imaginer qu'en 2 ans, moi, j'avais fait un tour du monde du trail. J'avais couvert toutes les courses de l'Ultra Trail World Tour à l'époque. Donc, il y avait une quinzaine de courses sur je sais pas combien de continents et un peu partout. J'étais allé plusieurs fois aux États-Unis, en Asie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, pour faire des photos. Et donc voilà, j'ai eu une sorte de plongée à la fois assez profonde et express et intense dans ce sport, avec voilà, rencontre avec un peu immédiate aussi avec énormément d'athlètes dont on a fait le portrait dans ce livre, qui est en fait le livre Grand Trail. C'est une sorte de collection de un peu des courses iconiques et une rencontre et des portraits des athlètes qui avaient à l'époque fait l'histoire de ce sport. Et donc voilà, Grand Trail 2015, donc c'est voilà, c'est un peu la pierre fondatrice de pas mal de choses qui sont suivies. Ces déplacements que tu as menés à travers la planète pour réaliser ce livre Grand Trail,
ils étaient à ta charge ou est-ce que tu avais des invitations, des accréditations à la suite de ces premiers clichés qui étaient prometteurs et qui ont posé un petit peu ta patte sur la photographie? Aujourd'hui, bon, je disais pionnier, mais certains te considèrent comme le GOAT de la photographie dans cet univers sportif outdoor. Oui, bah, j'irais peut-être pas jusque-là quand même. La photographie outdoor, il y a plein de disciplines, il y a plein de sports. Moi, j'ai quand même, je me suis quand même bien spécialisé, et principalement spécialisé sur le trail et sur l'ultra. Euh, je pense que ce qui m'a permis d'avoir un peu de reconnaissance quand j'ai commencé et d'avoir des invitations et un petit peu des propositions, c'est probablement le fait comme je le disais là, comme je le racontais, d'être assez étranger à ce sport, à ses codes, à ses images, etc. Donc je suis arrivé, j'ai pas vraiment fait des photos de trail parce que en fait je savais pas ce que c'était. Et comme je le disais tout à l'heure, je venais plutôt d'une sorte de mes inspirations, elles étaient plutôt photojournalistiques, donc j'avais probablement une manière à cette époque-là un petit peu différente de faire des images, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être un peu reconnu et un peu singularisé à ce moment-là. Et pour répondre au début de ta question, pour Grand Trail, on avait on avait commencé très vite à rencontrer un peu des gens. C'est quand même, faut le dire, un sport assez jeune. C'est un petit milieu dans lequel assez vite on fait des rencontres. Et donc en 2014, j'étais le photographe. En 2015, j'étais le photographe officiel de l'Ultra Trail World Tour. Et donc à ce titre, j'étais donc accrédité pour toutes les courses du circuit. Voilà, on avait sur le projet du livre financé de notre côté ces voyages, etc. Il n'y avait pas de voilà, c'était aussi un pari, une envie en fait de faire ce projet-là ensemble. Euh, donc voilà, non, on n'était pas invité. C'est pas quelque chose qui existait forcément. Et puis voilà, nous c'était notre projet, donc on s'est un peu débrouillé pour le monter comme on a pu, quoi. Juste une petite précision, on a même dû, vraiment s'organiser, se débrouiller, et on a reçu des aides de. Voilà, on avait créé même une association à l'époque pour financer un petit peu tout ça, bon, par exemple, Terre d'Aventure nous avait un petit peu aidé. J'ai un ami qui a une maison de cognac qui nous avait aussi aidé. On avait reçu des aides comme ça. On s'était organisé parce qu'il fallait monter. C'était quand même un budget. Et d'ailleurs, cette aventure nous a donné des idées ensuite et nous a donné aussi l'idée de créer notre maison d'édition. Une autre petite précision, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'Alexis était photo. Moi, je rappelle souvent qu'il écrit mieux qu'il ne fait des photos. Et en fait, il est aussi l'auteur d'un certain nombre de nos livres. Les finisseurs sur la Barclay, il l'a coécrit avec Aurélien. Il a participé à la course en tête. Il a écrit la plupart des textes, à Grand Trail 2 et tout. Donc, il fait pas que faire des photos. Il a gardé aussi cette partie écriture. Voilà, ce que d'ailleurs beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, il a écrit il a participé à l'écriture de pas mal de nos livres. Alexis, entre 2013, où tu vas à la Diag pour photographier Fred sur son grand raid, et 2015, il s'est passé très peu de temps. Est-ce que tu as suivi des formations photos? Est-ce que tu as investi dans du matériel? Ou est-ce que naturellement, tu avais ce coup d'œil pour capturer avec, tu le disais, hein, ce passif de journaliste sportif, ces clichés, ces photos, là, dans un univers de course à pied et de trail? Non, bah, la photo, j'avais donc quand même commencé à en comprendre un peu les principes avant ça, euh, et euh, et la photo appliquée dans le cadre du trail, ben je l'ai appris sur le tas, euh, et euh, et je dirais que il y avait quand même une sorte de moteur un petit peu, c'est que on l'a dit, on est originaire de Charente. Moi, j'avais quand même eu assez peu d'expérience en montagne, finalement. Euh, et, euh, et je peux pas
séparer de mon attrait pour la photographie de trail. Je peux pas la séparer de une sorte d'appétit qui s'est réveillé pour la montagne et donc il y avait quand même une sorte de vrai plaisir d'ailleurs qui s'est pas évaporé d'aller en montagne pour faire des photos et non après comment j'ai appris la photo trail au fond la photo enfin moi comment dire c'est ce que je dis aussi maintenant il m'arrive de faire des stages et d'essayer de transmettre ça l'outil numérique je pense permet un apprentissage assez autonome et si on est un peu curieux aujourd'hui il y a quand même des outils qui nous permettent d'apprendre un peu nous-mêmes à moindre coût parce qu'on n'a pas à développer les photos et donc voilà j'ai appris comme ça un peu tout seul ouais non j'ai pas fait de formation en photo mais moi j'ai tendance beaucoup à encourager les gens je pense que ça fait partie des choses dans la vie qu'on peut pas mal voilà cultiver un peu soi-même et voilà moi la photo c'est sûr que il s'est passé un peu quelque chose quand j'ai commencé à faire des photos les toutes premières fois voilà j'ai une sorte de lien avec ça avec l'image et il s'est trouvé que le trail c'est un endroit dans lequel cette espèce de lien reste assez fécond et m'intéresse. Par rapport à cet environnement, ce trail dans lequel tu évolues, contrairement à Fred, tu n'as pas pris le virus du dossard et de la course sur de la très longue distance, ou est-ce que tu t'y es mis quand même? Alors, je te reprends. Nous avons couru ensemble le marathon du Mont Blanc de manière extrêmement brillante. Je crois qu'on a fait un podium, on s'est partagé le podium, Oui. deuxième et troisième. Non, mais on a couru ensemble, c'est vrai, le marathon du Mont Blanc. Moi, c'est vrai que j'ai pris une poignée de dossards ces dernières années pour des courses, très très peu. Mais je prends plaisir à courir, surtout en montagne et en milieu naturel, sur les sentiers. Mais c'est vrai que quand je suis sur une course, c'est souvent dans le rôle de photographe. Et donc j'ai assez peu d'occasion de courir aussi. Mais voilà, c'est pas parce que je suis pas de ce côté-là de la barrière ou du miroir. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez répandu. Il y a plein de gens qui courent, qui font du trail sans prendre de dossard. Et je pense que c'est très bien aussi de garder ça en tête. Un suivi de course en tant que photographe, ça peut être beaucoup de kilomètres. Hein. Tu m'as soufflé et tu m'as mangé la question, Fred. Combien de kilomètres tu vas pouvoir parcourir sur une épreuve quand tu es photographe officiel? Ça représente combien d'heures de travail, sachant que il y a peut-être du matériel à traîner avec toi, c'est pas juste un petit sac à dos. Les heures de travail, en fait, les heures, c'est aussi long que courir, parce qu'au fond, un ultra, quand tu le photographies, il dure à peu près la même durée que si tu le cours. Après, en termes de distance, c'est assez variable, ça dépend des courses. Il y a toujours une idée d'essayer d'aller en altitude, sur des passages, sur des sommets, sur des passages de col. On cherche évidemment les plus beaux paysages, les plus belles lumières. Donc, il y a comme ça une idée d'accès à des spots en particulier. Après, évidemment que on se déplace le reste du temps en voiture. Et donc, du coup, c'est une alternance entre des déplacements en voiture et de la marche pour aller d'un spot à l'autre. Un peu de course, parfois aussi pour aller un peu plus vite. Mais c'est vrai que
un sac photo pour moi sur une course. Il y a deux appareils photo, 4-5 objectifs, un peu de matériel en plus. Ça fait rapidement une douzaine de kilos. Donc c'est pas forcément hyper adapté pour courir, un peu en descente évidemment. Euh, mais oui, non, en fait, ça va dépendre des courses. Il y a des parcours qui sont plus ou moins reculés, avec des accès plus ou moins faciles. Je sais pas, par exemple, si je prends un exemple un peu commun, l'UTMB, au fond, euh, voilà, c'est en Italie. On va faire un peu de marche, mais il y a pas mal de début de parcours où finalement quasiment tout se fait en accès en voiture très rapide. Les accès sont faciles. Euh, et, euh, et ça va faire, voilà, ça fait une longue nuit blanche comme les coureurs. C'est un peu fatigant à la fin. Après une trentaine d'heures sur le parcours. Non, des fois, des gens me disent, ah mais toi tu cours derrière les. Non, je cours derrière personne. J'attends, je m'assois, je me cache. Euh, et, euh, et donc ouais, non, on a quand même beaucoup de voitures. Tu as envie de surprendre les coureurs en action quand tu dis je me cache, c'est que tu repères des endroits, des spots où tu vas avoir une luminosité, un paysage, un panorama, et tu sais que le coureur, quand il va passer, ça va donner un cliché qui sera de toute beauté derrière. Oui, bah c'est sûr que le but c'est de réunir des différents ingrédients. Cet ingrédient, ça va être le décor, ça va être la lumière, et puis ça va être l'action. Le décor, on le trouve, on le cherche. La lumière, on l'attend, on l'espère. Le coureur, on le guette. Et en effet, on a tendance à essayer de passer un peu inaperçu. Euh, Après, ça c'est chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi, comme photographe, j'aime bien un peu disparaître, pas forcément avoir été repéré, ce qui me permet, voilà, de regarder un peu l'action se dérouler, les regards, la fatigue, les choses. Voilà, c'est sûr que si quelqu'un me voit, et ben, il va peut-être me sourire, il va peut-être me lever un pouce, lever les bras, faire des choses que je recommande pas du tout. En tout cas, moi, malheureusement, je garde assez peu de ces photos-là quand on me fait des signes un peu distinctifs comme ça. Et puis aussi, comme maintenant, ça fait 10 ans que je passe beaucoup de temps sur des courses, sur des sentiers, je croise pas mal de gens, soit que je connais ou qui vont me reconnaître, etc. Donc oui, j'essaie de me cacher pas mal pour pouvoir photographier tranquillement. Alors tous les deux, vous le disiez tout à l'heure, vous avez quelques années de différence, 15 ans. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de réunir vos talents respectifs, même si Frédéric m'a repris tout à l'heure en disant que Alexis écrivait et avait une très très belle plume. Aujourd'hui, vous êtes à la tête des éditions Mons. Comment vous avez cheminé pour arriver jusqu'à ce projet? Et là, c'est un projet familial que vous menez depuis quelques années maintenant. Le projet fondateur Grand Trail qui s'est construit entre 2014 et 2015, au départ, c'est une idée d'Alexis de documenter ce sport parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait assez peu d'ouvrages qui le documentaient. Il y avait des choses, il y avait un peu de partage d'expérience d'athlètes, mais il y avait en tout cas peu d'ouvrages qui montraient ce sport. Donc c'était ça l'idée du début. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte aussi parce que produire ce livre, produire dans le sens de faire les voyages, ça c'était c'est des enjeux qui n'étaient pas nôtres et tout. On s'est posé la question aussi de savoir si nous on continuait à vouloir faire des livres, est-ce qu'on continuait à les faire pour des maisons d'édition, et en tout cas, il y a une graine là qui a été mis en terre et qui a fini par germer en se disant, oui, peut-être qu'on peut créer une maison d'édition au départ sans trop savoir où on allait. On a même imaginé plusieurs formes juridiques, associatives, scope et autres. Et puis voilà, le projet a grandi
Et en fait, c'est un petit peu accéléré en 2018 parce que Emily Forsberg sortait un livre avec une maison d'édition suédoise, mais qui avait aussi une version anglophone, et nous a proposé de faire la version en sachant qu'on avait cette idée de créer la maison d'édition. Et en réalité, le tout premier livre qu'on a sorti chez Mons, c'est Vivre et courir, le livre d'Emily. Et puis, mais on avait déjà en tête plusieurs autres possibilités. Et d'ailleurs, en fait, notre maison d'édition, oui, a un accent fort vers le trail, ou en tout cas un biais vers ce sport-là, mais on fait pas que ça. On a aussi fait des livres qui traitent d'autres sports outdoor et le surf, la haute montagne, l'alpinisme, le VTT, l'apnée. Donc on a pu faire aussi des pas de côté, mais et en fait l'idée c'était de créer une maison d'édition artisanale dans tous les sens que le terme revêt, de faire les choses avec beaucoup de passion, d'essayer dans la mesure du possible, et on l'a quasiment tenu depuis le début, de faire imprimer nos livres en France. Il y a une petite exception au moment du Covid avec la folie du prix du papier, et on a imprimé quelques livres en Belgique. Voilà la seule exception à cette règle-là qu'on s'était fixée au départ. Et la maison d'édition, qui a maintenant un peu plus de 5 ans, n'a toujours pas de salariés. On est 2 associés plus Aurélien Delfos qui nous a rejoint il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, et puis peut-être encore un ami journaliste qui va nous rejoindre dans les prochains mois. L'idée c'était ça, enfin d'avoir, et ça, l'enjeu n'a jamais été au-delà de ça d'en faire voilà une maison d'édition qui grandirait au-delà de nos propres projets, même si on a porté le projet d'autres. Et bon, là, on se pose la question parce que la maison d'édition a grandi, et moi, je vais me consacrer complètement, en tout cas presque à plein temps là pendant quelques mois, parce que voilà, il faut qu'on réponde à certaines sollicitations. Il y a des projets qu'on n'a pas pu avancer suffisamment vite. Mais voilà, l'idée vraiment était d'en faire, enfin, je sais pas ce qu'en dira Alexis, mais voilà, quelque chose qui permette de porter nos projets, de porter aussi les projets d'autres qui nous semblaient intéressants dans une économie, voilà, un peu, enfin, locale, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, en essayant aussi que un certain nombre des principes qu'on a posés au début tiennent encore, quoi. Alexis, je te laisse rebondir sur ta participation à ce projet quand Frédéric a, avec toi, décidé de monter ce projet de maison d'édition. Tu avais toi aussi cette envie d'écriture, et avec l'adjonction de ton côté photographe qui apporte, alors j'ai les livres à portée de main, c'est vraiment des beaux livres. Ce que j'appelle beaux livres, c'est qu'il y a à la fois du texte, il y a de très belles photos, et étant professeur d'histoire-géographie, je suis encore attaché à cet objet qu'est le livre. Je pense qu'il y a encore de belles années devant cette maison d'édition, parce que les gens sont encore attachés à cet objet et au fait de toucher le papier. Mais comment tu es arrivé, comment tu t'intègres aujourd'hui dans cette maison d'édition familiale et artisanale? Bah, en fait, c'est vrai que faire des livres, c'est quelque chose d'assez fun, d'assez intéressant. C'est riche. Il y a plein de paramètres, de d'espace d'expression, de création, qui font que ce sont toujours des aventures différentes. Parfois, c'est intense, c'est difficile, c'est long. C'est pas quelque chose, voilà, de si facile. Et voilà, des fois, ça nous demande quand même un long travail de patience et comme nous aussi on est attachés
à faire des livres, des beaux livres, des livres originaux, avec voilà, on essaye de soigner à la fois la forme, le fond, avoir des choses. Je disais des livres originaux, c'est aussi une manière de dire que euh, c'est l'avantage d'avoir une petite maison d'édition indépendante. Ça nous permet de faire des projets d'une manière finalement assez libre et assez différente des grandes maisons d'édition qui ont une capacité commerciale bien supérieure à la nôtre, mais qui, euh, en revanche, ont des obligations comptables euh, qui, ben voilà, vont les amener à faire des économies sur le papier, sur l'objet, voilà, sur pas mal de choses que nous on peut se permettre. On peut se permettre de faire des livres de 2 kilos avec voilà qui fourmillent un peu de données, de pages, de textes, des choses qu'on n'arriverait pas à proposer et à faire accepter par des maisons d'édition. Et au fond, ça c'est une très bonne définition de cette, enfin de Mons, c'est-à-dire que l'idée avec Mons c'était de pouvoir faire des livres. Alors, c'est pas le cas de tous nos livres, mais en tout cas de certains des projets qu'on a portés, c'est des livres qu'on n'aurait pas réussi à faire avec des grandes maisons d'édition installées. On aurait été obligé voilà de réduire la voilure, de faire des compromis, de faire moins de pages, moins de textes, d'avoir moins de photos, d'avoir un objet différent. Et donc la motivation un peu de la maison d'édition, des éditions Mons, elle est voilà d'abord un peu elle nous est un peu propre sur la capacité à faire des projets différents. Euh, Ça veut pas dire mieux, hein. C'est voilà, c'est des projets originaux, des projets auxquels on a envie de donner du temps et de l'énergie. Euh, et, euh, et comme ça serait un petit peu étrange de faire juste nos propres projets, ben on essaie aussi d'en faire profiter d'autres auteurs, des photographes, et donc de que ça soit un peu comme des fois une sorte de boîte à outils disponible pour des projets qu'on rencontre en chemin, des gens euh, auxquels on croit, et donc on a publié une petite moitié de livres dont nous sommes à différents niveaux les auteurs, et puis l'autre moitié, même un peu plus de la moitié, c'est voilà, c'est des projets, comme disait Fred, on a commencé donc avec même des traductions, donc le livre de Emily Forsberg, il y a toute une partie du catalogue des éditions Mons qui sont des livres de photographie de d'autres photographes. Je pense par exemple à Ben Thouar, qui est un des plus grands photographes de surf, à J.B. Lyotard, un photographe de VTT, à Franck Seguin, un grand photographe de sport aussi, pour lequel on a publié un livre d'apnée. On a comme ça, voilà, cru à des projets. On a publié le livre de l'américain Ricky Gates, qu'on a traduit en français. Euh, L'idée, c'est de pouvoir voilà, donner une place à des livres qu'on aimerait lire, qu'on aimerait voir, qu'on aimerait feuilleter. Il y a aussi toute une partie du catalogue des éditions Mons pour lequel Fred s'est particulièrement impliqué, dans lequel il y a des livres qui touchent aussi à la science et à la santé. Un livre qui est quand même assez central dans l'expérience des éditions Mons, c'est La clinique du coureur, qui est un livre qui a eu un très grand succès en librairie, un succès jamais démenti qui continue encore aujourd'hui. Et ça, c'est un livre, c'est une idée en fait de Fred, qui avait rencontré Blaise Dubois au Québec, et qui a cru dans voilà, le potentiel de faire un livre de ce qui existait déjà. La clinique du coureur, c'était déjà
une institution qui était en train de se développer, pas mal installée au Québec, qui se développait en France, qui, pour ceux qui connaissent pas, maintenant, j'imagine que pas mal de tes auditeurs doivent connaître la Clinique du Coureur, mais la Clinique du Coureur, c'est une sorte d'institution de formation des professionnels de la santé, du sport, de la santé, de la course à pied. Et donc voilà, ce livre-là, la Clinique du Coureur, on a publié en 2019 la première édition, on a publié en 2022 une nouvelle édition et on est en train de travailler sur une troisième édition. Ça c'est un projet assez central qui est aussi un peu représentatif des éditions Mons. Alors justement, j'avais un petit message à vous faire passer par rapport à ce livre de la Clinique du Coureur. Donc je vais vous laisser écouter ce message qui m'a été transmis en fin d'après-midi. Salut Fred, salut Alexis, très content de savoir que vous êtes avec Seb pour le podcast À côté de mes pompes. Seb m'a posé la question si j'avais quelque chose à dire sur le livre, sur une anecdote, quelque chose. Et j'ai rien de particulier, si simplement c'est de vous remercier, de vous dire merci en fin de compte pour cette aventure, cette expérience qui a duré quand même longtemps initialement. Moi, je pensais qu'écrire un livre, ça prenait quelques mois. Ça nous aura pris 2 ans de travail acharné. Un livre duquel je suis très heureux, très content, qui est un gros succès aussi en Europe comme au Québec, et pour lequel on a échangé avec une 50aine d'experts internationaux, et ça, c'est l'autre partie très riche que j'ai eue dans ma vie. Bref, merci beaucoup les gars, et puis un jour, on écrira une 3e édition et on demandera à d'autres intervenants de faire quelque chose. On ne sait pas trop quand encore, on verra, mais voilà. Merci beaucoup, la gang. Puis bon podcast. Ciao. Voilà, les garçons, je vous laisse réagir à ce petit message en provenance du Québec. Ouais, écoute, Blaise Dubois, je l'ai rencontré de façon un peu rigolote. J'ai participé à un trail au Québec. Et à l'époque, j'étais compétitif déjà dans ma catégorie d'âge avancée. Et en fait, j'avais gagné dans ma catégorie d'âge. Et en fait, je reçois un petit morceau de papier et il y avait écrit une paire de chaussures. Ah j'ai dit ok, mais donc je suis allé et donc la première fois que je rencontre Blaise et je lui dis voilà, j'ai reçu ce petit papier. Il me dit oui, mais je vais pas te donner n'importe quelle paire de chaussures, faut que je sache la paire de chaussures qui te convient. Et je lui ai dit ok. Et il m'a dit écoute, je travaille dans une clinique, la clinique PCN là à Québec. Tu viens me voir dans quelques jours quand tu as un moment, et puis on verra ensemble et je te donnerai la chaussure qui peut te convenir. Et j'y suis allé quelques jours plus tard et on a eu une première discussion. Et en partant, puisqu'il savait que j'étais journaliste et que le trail m'intéressait un peu à ce moment-là, il avait fait éditer un tout petit livre minuscule qui était en français et en anglais, qui était vraiment un peu les bases de ce que lui voulait partager et tout. La Clinique du Coureur étant un organisme de formation qui essaye de diffuser toutes les données scientifiques probantes qui ont un lien avec la prévention des blessures en course à pied et, de manière générale, la santé par la course à pied. Et en fait, on a très vite échangé. Il se trouve que moi, je collaborais avec l'Université de Montréal et que j'ai fait plusieurs sujets pour parler de la Clinique du Coureur au Québec, qui était déjà un organisme connu, mais qui avait eu tendance à être un petit peu regardé de haut en disant qu'est-ce que c'est que cet organisme. Et d'ailleurs, vraiment, son combat au début, ça a été d'être capable de dire attention, je n'apporte aucune méthode, je suis le gourou de rien du tout. Simplement, il y a des données scientifiques qui sont très intéressantes pour prévenir les blessures, et elles sont souvent ignorées, à la fois par les gens qui vendent des chaussures, par des professionnels de santé. Donc, nourrissons-nous de ça. Et voilà. Et notre chemin commun a été effectivement, Blaise est quelqu'un d'incroyable. Hein. Je dis pas ça parce qu'il nous écoute. C'est quelqu'un qui est un orateur incroyable, qui est capable de transmettre énormément de choses, qui est capable aussi il a créé plein d'outils, des outils à la fois scientifiques, mais aussi des outils de vulgarisation, de médiatisation de tout ça. Et
voilà, ça a été une aventure passionnante que de travailler avec lui, avec ses équipes, parce que derrière Blaise, il y a eu aussi énormément la clinique du coureur et aujourd'hui une entreprise qui a aussi une réalité juridique en France, avec des gens qui travaillent, énormément de scientifiques. Et voilà, on a travaillé tous ensemble. Et oui, c'est près de 2 ans de travail pour la première, la mise à jour, parce que la promesse était aussi qu'il y ait une mise à jour scientifique dès que des choses pourraient être ajoutées. Et on travaille sur, dans les prochains mois, les prochaines années, sur une version qui va s'enrichir de nouvelles données qui sont utiles pour la course à pied et la prévention des blessures. Moi, je me souviens à l'époque où on avait commencé le début du travail sur le livre. J'étais allé au Québec j'avais déjà rencontré en 2015 Blaise pendant Arikana, qui est un peu un des ultras historiques au Québec. Et donc en 2016, je me souviens d'aller au trail de la clinique du coureur pour faire des photos pour illustrer le livre. Des photos d'ailleurs, il y a beaucoup de ces photos qui sont dans le livre La clinique du coureur. Et j'ai un souvenir marrant, ça me revient de la soirée après le trail. Donc on est toujours très bien reçus au Québec et c'était un moment très convivial. On était dans le jardin de Blaise et de son épouse. Voilà, il y avait plein de gens qui étaient là. Et je me retrouve à discuter avec un Français qui venait de déménager au Québec et qui était en train de commencer à faire du trail et qui commençait à avoir un peu des résultats. Enfin, non, je crois que il avait dû courir son premier trail quelques semaines auparavant. Et pour la petite histoire, il s'agissait de Mathieu Blanchard. Et donc j'ai ce souvenir qui est lié au truc de ce livre, de croiser la route de Mathieu dans le jardin de chez Blaise Dubois en 2016, alors que il n'a pas encore couru. Voilà, il était au tout début de sa trajectoire. Voilà, petite anecdote qui mange pas de pain. Oui, d'ailleurs, Mathieu a travaillé pour la clinique du coureur pendant plusieurs années. Avant qu'il ne prenne son envol sur un côté professionnel maintenant dans sa pratique du trail. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans ce monde de l'édition par rapport à des contraintes, à des choses que vous n'imaginiez pas avant de vous lancer en tant qu'entrepreneur dans ce monde du livre ? Alors bon, je sais pas si c'est vraiment un mot qu'on utiliserait entrepreneur, parce que comme disait Fred, au fond, on fait des livres à peu près pour qu'ils existent et que on arrive qu'ils arrivent à se financer d'eux-mêmes, etc. Mais il n'y a jamais eu vraiment une espèce de recherche, économiquement, je pense pas que ça soit vraiment un projet que je conseille de vouloir faire des livres. Faire des livres, c'est une passion qui demande beaucoup de travail, qui en retour, procure pas mal de choses. C'est très intéressant de rencontrer aussi après les lecteurs. C'est aussi intéressant de faire des livres qui peuvent des fois avoir un impact sur des choses, comme par exemple c'est le cas pour le livre de la clinique du coureur. Mais c'est vrai que toute l'économie autour de l'édition, elle est toujours compliquée. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose que nous on a bien vu et compris et qui fait que c'est jamais facile de défendre des projets, comme disait Fred. En plus, nous on fait pas vraiment de choix économiques d'impression. On imprime en France. On n'essaye pas, en fait, tout simplement de gagner de l'argent, en fait, quand on fait des livres. Et du coup, c'est sûr que c'est un milieu en difficulté. Donc du coup, ma réponse c'est plus une sorte d'invitation à réaliser à quel point le milieu de l'édition il est fragile, il est fragilisé à l'heure d'internet, à l'heure d'Amazon, à l'heure d'une numérisation en fait aussi des contenus.
Et du coup, nous, on est un éditeur indépendant, et on se rend compte, on le voit, on est vraiment soutenu par les librairies indépendantes. Très régulièrement, on se retrouve en vitrine de librairies un peu partout en France. Et du coup, moi, c'est pas vraiment une réponse à ta question, mais c'est moi le message que j'ai un petit peu. C'est en plus, je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser ce podcast. Peut-être ça sera avant Noël. Moi, j'invite les gens à aller dans la librairie la plus proche de chez eux pour pas forcément acheter nos livres, mais je pense que c'est des lieux qu'il faut soutenir, les librairies indépendantes, parce que en bout de chaîne, nous, on a besoin des librairies indépendantes pour pouvoir continuer à faire des livres. C'est des choses qu'il faut dire. Et donc nous, on invite toujours. Les gens peuvent trouver nos livres sur notre site internet, mais n'hésitez pas à aller en librairie. Vous pouvez commander l'intégralité de nos livres. Les libraires vont les recevoir en quelques jours si c'est pas dans leur stock. Voilà mon petit message sur ce point-là. Moi, j'aurais une précision. Je pense que ni Alexis ni moi n'avons une fibre très entrepreneuriale, parce qu'on a des aspirations qui sont différentes. Et d'ailleurs, souvent, on nous a dit, mais si vous imprimiez vos livres en Lituanie, en Espagne ou en Turquie, vous gagneriez plus d'argent. On n'a jamais posé comme principe une espèce de rentabilité économique, même si elle s'impose d'elle-même. Quand on le sait, on a une entreprise aujourd'hui et il faut trouver des équilibres et parfois ils sont un peu chancelants. Mais ça n'a jamais été un moteur, et je dis peut-être que d'ailleurs ça transparaît un petit peu et que peut-être aussi les gens le conçoivent aussi, et nos livres, ils portent presque ce message-là, parce qu'effectivement, alors on a plusieurs livres qui pèsent au-delà de 2 kilos, ce qui est pas forcément le plus simple à envoyer, des formats mais parfois le format il s'impose, que voilà comment les photos peuvent s'exprimer dans un livre, il faut qu'il y ait de la place, enfin bref, et la clinique du coureur, est presque un contre-exemple, même s'il n'a pas été conçu comme ça, mais c'est aussi un livre qui nous permet de porter d'autres projets. Et voilà. Et donc on est aussi récompensé parce que en tenant nos principes, les choses se passent bien. On gagne pas beaucoup d'argent, mais en tout cas on est à l'équilibre. Et cet équilibre, il permet de porter des livres qui ont, en tout cas pour nous, un vrai sens, quoi. Quels sont les retours qui vous ont fait le plus plaisir ? Je pense qu'ils sont nombreux, mais est-ce qu'il y en a que vous avez particulièrement apprécié parce que ça venait vraiment être en phase avec ce que vous véhiculez depuis le début de ce podcast, cette passion qui transpire de votre activité, à la fois de journaliste, photographe et d'éditeur aujourd'hui ? Moi, j'ai quelques exemples en tête, mais quand on a des retours de personnes qui nous disent qu'en lisant nos livres, certains de nos livres, ils ont eu envie de courir, c'est le raccourci, mais en tout cas que ça les a portés vers quelque chose qui leur disait, mais qui s'interrogeait autrement. Je pense qu'autour de toutes les pratiques sportives ou autres, il peut y avoir un peu des idées reçues et tout ça. Moi, en tout cas, la course à pied m'a permis à la fois d'exprimer des choses et puis en tout cas de dessiner quelque chose dans ma vie qui m'a porté, et ça, quand on arrive j'ai reçu plusieurs témoignages assez touchants de personnes qui ont pu témoigner de ça en disant, en découvrant, ça m'a donné envie. Parfois, il y a aussi une espèce de patte, je sais pas comment dire ça, la littérature, je pense que ce soit Alexis, moi ou Aurélien, fait partie de nos vies, et on sait que par la littérature et par les images aussi, on peut parfois transcender des choses, faire passer des messages. Il y a une espèce d'appel au travers de nos livres vers quelque chose qui, je veux dire, la montagne, c'est quand même un territoire qui est assez fascinant, qui permet de se révéler, de révéler des choses aussi au travers soi. Et moi, je dis souvent, parfois, on me dit que je répète toujours un peu la même dédicace, mais
Mais oui, le sentier le plus intéressant, c'est celui qui s'annonce demain. Et ben, dans la montagne, il y en a plein des sentiers. Et il y en a pour tout le monde. Et sont souvent les promesses de choses inattendues. Voilà. Et je pense que c'est aussi ce qu'on porte à travers nos livres. Alexis aura sans doute une réponse différente, mais voilà. Et les témoignages, oui, on en a beaucoup. Parfois qui sont proches de nous, parfois plus éloignés, mais oui, c'est toujours extrêmement intéressant. Alexis en a peut-être plus aussi au travers de ses photos, mais Oui, bah après moi, sur les côtés photos, il y a un truc des fois qui me fait un peu sourire, c'est que des fois je suis sur une course et puis j'entends quelqu'un se retourner et qui me dit ah je suis là à cause de toi parce que je sais pas j'ai vu des photos dans Grand Trail et voilà et donc ça c'est marrant et après il y a un livre en particulier pour lequel on a eu des retours qui étaient enfin, qui répondent un peu à ta question, c'est moi qui m'ont marqué, c'est Les Finisseurs. C'est un projet assez particulier, très long. C'est un projet dont l'écriture s'est déroulée pendant le confinement. C'est un livre avec beaucoup de textes. Donc c'est sur la Barclay. C'est un livre. Donc c'est un livre qu'on a écrit avec Aurélien Delphos. Et donc on était allé retrouver aux États-Unis les finisseurs, donc les vainqueurs enfin pas les vainqueurs, on dit pas les vainqueurs pour la Barclay, mais ceux qui avaient réussi à terminer la Barclay. Donc voilà, c'était un livre vraiment. Je pense que voilà, ceux qui l'ont pas lu, je les invite à le lire parce que c'est vrai qu'on a eu souvent ce retour-là, mais quand je dis souvent, c'est pas mal de lecteurs qui envoyaient des messages et qui disaient je le lis lentement. Je lis quelques pages tous les soirs parce que j'ai pas envie que ça se termine. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est une forme de compliment assez subtil qui fait assez plaisir quand on a fait un livre, c'est-à-dire se dire que voilà, les gens prennent un certain sont confortablement installés dans la lecture et ont pas envie d'en sortir. Et donc voilà, c'est souvent ça qui me vient à l'esprit. Alors moi j'avais encore quelques petites questions à vous poser, vous qui baignez dans l'univers du trail. Comment vous percevez cette discipline naissante ? On parlait de jeunesse tout à l'heure. Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que vous sentez des mutations ? On parle souvent de pollution, d'impact carbone, des voyages à droite, à gauche. Quel est votre avis par rapport à tout cela, vous qui êtes au cœur des sportifs au quotidien, je dirais ? C'est une pratique sportive qui a évolué comme quasiment aucune autre pratique sportive n'a évolué sur l'époque contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a une explosion du nombre de pratiquants, du nombre de propositions de courses, etc. Donc évidemment, ça pose des problèmes qui rejaillissent dans un débat beaucoup plus global sur oui, l'éco-responsabilité ou que sais-je. Et d'ailleurs, on sort un livre dans quelques jours, quelques semaines, qui est l'interrogation, une sorte de manifeste d'un trailer qui justement s'est posé la question et se pose la question et du coup a écrit un livre pour exprimer tout ça de l'éco-responsabilité. Est-ce qu'on peut courir de façon éco-responsable ? Comment ? Et son cheminement personnel en est la démonstration. Après, oui, tout a été inventé. C'est un modèle économique qui est né aussi autour du trail et on le voit à travers le développement de l'UTMB par exemple, qui est un peu la course la plus en tout cas qui aimante à la fois les passions et beaucoup de fantasmes. Donc il y a les marques qui gravitent autour, qui comprennent bien aussi ce développement. Et oui, ce développement, il part un peu dans tous les sens parfois. Mais moi, ce que je note, c'est que d'abord, il faut quand même relativiser. Oui, il y a des trailers qui se déplacent et tout ça. Oui,
il y a aussi la question qui traverse pas mal de courses aujourd'hui de dire 2500, 2700 gars qui partent dans la montagne, quel est l'impact et tout ça. Je pense qu'il faut, oui, se poser les bonnes questions, et certaines questions sont pas très simples. Je pense que d'ailleurs des courses essayent aujourd'hui de se situer par rapport à ces enjeux-là, dire est-ce qu'on réserve 80% de nos dossards à des gens qui viendraient de moins de 200 km. Voilà, il y a des efforts, la Maxi Race fait des choses, d'autres courses, je vais pas les énumérer, mais il y en a pas mal qui essayent de trouver voilà. Après, il faut aussi regarder autre chose, c'est que c'est un sport qui fait du bien aussi à la santé des gens, donc ça c'est quand même un point plutôt positif. Et oui, et le modèle économique, voilà, on est rattrapé par des choses qui nous échappent. Chacun peut aussi développer sa propre pratique. Les courses en autonomie sans dossard se développent beaucoup parce que voilà, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont plus envie de rentrer dans ce commerce-là. N'empêche que voilà, le trail a mis à la course à pied aujourd'hui. Il y a plus d'1 million de Français qui s'inscrivent au moins une fois dans l'année à un trail. Enfin voilà, regardons ce chiffre-là aussi. Oui, il y a des intérêts économiques, mais comme à peu près dans tous les domaines. Et je suis pas sûr que le trail, au regard de plein d'autres disciplines, y compris sportives, ait une empreinte carbone si forte. Mais clairement, de façon tout à fait anecdotique, Xavier Thévenard, Andy Simon, un certain nombre de coureurs ont posé le principe de plus prendre l'avion pour courir et tout, très bien. Moi, j'essaye de le faire aussi. Des fois, ça se heurte mais voilà, on peut prendre ses engagements et se dire. Mais en tout cas, la réflexion, elle existe aujourd'hui et elle est beaucoup moins caricaturale qu'elle est présentée parfois. Et il y a des choses qui avancent. Et je pense qu'il y a encore des choses qui vont avancer. Maintenant, résister à la commercialisation de tout ça, c'est possible. Et je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont bouger dans les prochaines années. Et voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve formidable que voilà, tous ces gens-là se mettent à courir, découvrent. Aujourd'hui, le trail, ça reste une discipline où au départ, on a sur la même ligne des gens qui sont jeunes, des gens qui sont très sportifs, d'autres qui le sont moins, des gens de 70 ans, de 80 ans. Enfin voilà, moi j'ai un de mes grands amis qui est décédé, Claude Rudeau, il y a un peu plus d'un an, à 83 ans, à l'arrivée d'un trail. Voilà, et le trail avait transformé sa vie et ses 20 dernières années. Et d'ailleurs, il l'avait dit, je voudrais mourir en courant. Et il est mort en courant. Je suis désolé, c'est une drôle d'ellipse, mais tout ça pour dire que voilà, ça porte des valeurs qui sont très positives à mon sens. Et oui, en revanche, il faut qu'il y ait une réflexion parce que clairement, le modèle économique qui s'impose pose question. Oui, tu as posé une question, tu as vu, qui pourrait remplir plusieurs podcasts. Ouais. Je sais pas vraiment par où commencer, mais plusieurs choses. C'est vrai que tu l'as dit, c'est un sport jeune, etc. En même temps, nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, notamment dans Grand Trail, c'est de s'intéresser aux racines et à l'histoire de ce sport. C'est jeune, mais en même temps, le fell running, qui est une version en fait non marketée du trail, je veux dire, elle existe depuis de manière quasiment continue, de manière populaire et massive dans les îles britanniques depuis plus d'un siècle. Il y a des courses en montagne dans les Alpes, dans les Pyrénées, depuis aussi plus d'un siècle. Plus d'un siècle. Il y a une tradition, par exemple, de course en montagne en Suisse bien plus ancienne que les labels qu'on a après donnés de skyrunning, il y a des formes d'ultra aussi, si on cherche un peu, qui sont ça remonte à très loin. Aux États-Unis, dans les années 60, il y a eu une politique de création de 50 miles. Donc voilà, des fois, il faut peut-être regarder un peu plus large que
que ce que certains canaux de communication peut-être un petit peu focalisés nous donnent à voir. Il y a c'est pas homogène ce sport. Et en fait, le trail n'est pas imperméable au monde dans lequel on évolue, donc il est traversé par des vents contraires. Il y a des formes, et c'est sûr que j'imagine que il y a des pratiquants, il y a des gens qui peuvent être plus ou moins en accord avec certaines des ambitions d'expansion de ce sport, d'événementialisation. C'est un sport, par exemple, qui est face à la question olympique. Il y a des gens qui ont envie de défendre un trail olympique, un trail télévisuel. Et puis il y a plein de gens qui se contentent et en fait sont très contents de pouvoir participer à des courses à côté de chez eux et ont aucune ambition de voyager pour ce sport-là. Tout ça cohabite. Je pense que c'est très difficile de pouvoir poser une parole un peu globalisatrice sur quelque chose d'aussi multiple. Et c'est un peu vain et c'est très difficile de savoir quel sera l'avenir, mais c'est pas que le cas pour le trail. En fait, on vit dans un monde incertain. Plein de choses sont difficiles à conjecturer et comment tout ça va évoluer. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que il y a des gens qui veulent défendre différentes formes, des alternatives, différents modèles, et tant que ça sera le cas, il y aura plusieurs futurs possibles. Sachant qu'il existe parfois des dossards même solidaires. Fred, tu as été porteur sur la Diac d'un dossard qui permettait de venir en aide à des enfants du côté de Madagascar. Alexis, toi qui as couvert également le Marathon des Sables, j'avais reçu Cyril Gauthier, qui est aujourd'hui aux manettes de cette course, qui me disait que ces organisations répétées dans différents pays faisaient vivre également toute une population et que si ces courses-là n'étaient pas organisées, les populations étaient quelque peu démunies. Est-ce que c'est des choses que vous partagez ? Juste un mot sur les dossards solidaires, ça se développe et c'est une très bonne chose. Ça permet aussi de donner du sens pour certains dans l'engagement et course. Il y a aussi des dossards scientifiques qui, de la même manière, permettent d'aider. Parce qu'il y a aussi une face un peu plus sombre de ce sport qu'est le dopage et qui pose aussi des questions. On parlait de dérive. Le dopage est une dérive et le récent pavé dans la mare des Templiers montre que tout ça est encore et que faut pas se voiler la face. Le dopage existe dans ce sport-là et peu l'affronte de manière courageuse, à l'exception de quelques-uns. Je voulais ajouter ça parce que ça me semblait important. Je laisse la parole à Alexis sur. Oui, alors j'ai pas forcément de réponse, j'ai pas trop d'éléments là-dessus. J'avoue que je suis pas forcément convaincu par cette position sur une sorte de bénéfice. Je pense qu'il faut séparer un petit peu les choses. Il y a tout le monde a le droit d'avoir envie de voyager et donc que des gens aient envie de partir et de profiter d'un sport pour que ce soit une opportunité au voyage. On vit dans un monde qui fabrique ce genre d'envie chez plein de gens. Il faut faire attention à pas trop juger ça. Après, est-ce que une organisation d'un trail va modifier des équilibres économiques dans un pays étranger? Je sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas, ça c'est non, j'ai pas vraiment de réponse sur ce thème.
Alors les garçons, vous êtes tous les deux réunis sur cet épisode du podcast. Je voulais vous mettre un petit peu à l'épreuve pour vous poser quelques petites questions avec à chaque fois une réponse très spontanée. C'est soit Frédéric, c'est soit Alexis. Alors est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. Alors qui est le plus aventurier de vous deux ? Lui. Donc Fred, 1 point pour Fred. Qui est le plus organisé ? Oula. Je crois ni l'un ni l'autre. Ah, Alexis, il est un peu plus. D'ailleurs, vous voyez derrière, là, il y a un projet, voilà, c'est un tableau une sorte de storyboard d'un futur projet. Donc, non, il est plus organisé que moi. Qui serait le plus stressé de vous deux ? Ah, c'est moi, sans conteste. Qui va mettre 3 plombes à se décider pour prendre une photo ou rédiger un texte ? Alors moi, j'ai jamais eu le syndrome de la feuille blanche. Après, le temps d'attente des photos... Oui, alors je suis pas trop hésitant sur les photos, mais ça veut pas dire que je peux pas attendre très longtemps pour faire la photo dont je serai satisfait. C'est plus de l'instantané. T'as pas beaucoup de secondes pour appuyer sur le déclencheur. Oui, ou alors j'en ai beaucoup, et en fait, on peut attendre très longtemps une photo, donc mais bon, oui, j'ai jamais trop de doutes en fait quand je fais des photos, mais parfois j'ai la conviction que il pourrait se passer quelque chose de mieux, de plus beau, etc. Donc ça peut m'amener à voilà, des fois attendre longtemps que les différents éléments s'alignent. Quel est celui qui serait capable de se perdre même avec un GPS ? Alors là, c'est plus moi. D'ailleurs, je me suis déjà plusieurs fois perdu en course. J'ai un sens de l'orientation qui est parasité par, je sais pas, une espèce de temps en temps d'obstination à pas reconnaître que je me suis trompé de chemin. Donc ça m'arrive régulièrement de me perdre. C'est pour ça que je ferai jamais la Barclay, par exemple, et que moi j'ai besoin de balises. Donc j'essaye et j'emprunte en général quand je fais des traces des endroits que je connais ou que j'ai suffisamment repérés. Mais il est arrivé à Alexis de se perdre aussi sur des shootings dans des endroits. Oui, avec tu sais, tu avais fait une photo d'un athlète chinois. Vous étiez perdu au-dessus de Chamonix dans un. Ah, peut-être. Voilà. Mais enfin bref. Au petit matin, qui va être le plus difficile à réveiller pour décoller sur un shooting ou sur un trail ? Alors, il dort moins que moi. Ouais. Mais après. Je me lève tôt, mais. Après, moi, c'est devenu un peu mon métier de me réveiller tôt, et donc voilà, ça fait partie un peu du job de devoir se réveiller en pleine nuit, et maintenant, c'est devenu avec l'habitude quelque chose d'assez facile. Et qui a déjà oublié une chose essentielle pour votre activité, paire de chaussures ou carte mémoire dans l'appareil photo ? Alors là, la réponse, j'ai fait un signe immédiat. Alors, avant même que tu finisses, tu aurais dit qui a perdu ses clés, qui a oublié quelque chose, etc. C'est lui. La fois, donc, on racontait au début l'anecdote de 2013 et de la Diagonale des Fous. Donc, moi, c'était ma première course. Donc, on est quand même arrivé au départ. Il avait oublié quoi, son dossard à notre logement. Donc, il fallait retourner. J'ai oublié plusieurs fois mon dossard sur des courses. La première diagonale en 2009, j'avais oublié mon dossard dans le coffre de la voiture que j'avais laissé à Saint-Denis. Et j'ai fait l'aller-retour et je me suis trouvé à prendre le départ, le tout dernier. L'année où, en 2013, j'avais oublié des chaussettes, j'avais oublié. Donc ça m'arrive régulièrement. Alors maintenant, j'ai une liste que mais c'est une vraie hantise d'oublier. Une année, j'ai fait le Trail Bourbon, j'avais oublié mes piles de rechange. J'ai dû terminer. On m'a prêté une lampe torche pour terminer la course. Enfin bon, voilà, ça m'arrive souvent. Donc c'est toi, Fred, qui est un petit peu plus à côté de tes pompes, alors ? Absolument, ouais. Alors ce sera ma dernière question, les garçons. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de toute activité en lien avec le trail et avec votre métier passion, c'est-à-dire l'instant à côté de vos pompes ? Qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien ? Un moment peut-être tout simple.
moi, sans conteste, lire, et particulièrement de la poésie. Pour moi, c'est un peu comme le trail, c'est un voyage qui est nécessaire, et c'est une bulle que je m'accorde en général. J'essaye au moins une fois par jour. Et moi, je pourrais avoir plusieurs réponses. Il n'y en a pas une forcément devant les autres. Peut-être le cinéma, qui est, je pense que quand on est photographe, une source assez importante d'inspiration. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent répondu que c'était, je pense, de là que beaucoup de mon esthétique se formait et s'influençait. Donc voilà, le cinéma. Alexis, pendant que je te tiens, est-ce que tu peux me donner, et aussi pour les auditeurs, 2-3 petits conseils pour faire une photo qui soit plutôt sympa, belle, à poster sur les réseaux? Là, j'ai un petit cours particulier. 2-3 conseils avec nos appareils numériques sur les téléphones. Est-ce qu'on peut faire des beaux clichés? Si oui, comment? Alors, je suis pas un grand spécialiste des photos avec les téléphones, mais en fait, je dirais que les ingrédients sont les mêmes. Le plus important en photographie, que ce soit avec un téléphone, avec n'importe quoi, c'est la lumière. Et donc, c'est regarder la lumière, l'étudier, regarder dans quel sens elle va, etc. Se rendre compte que si on regarde la montagne dans une direction ou dans l'autre, d'un côté elle est beaucoup plus belle que l'autre, suivant la direction et le sens de la lumière. Et donc voilà, ça c'est avoir conscience que la matière première d'une image, c'est toujours la lumière, et voilà, sa manière de se comporter dans l'espace. Et puis après, c'est peut-être de mettre de la pensée, en fait, d'avoir des idées, d'essayer de faire des choses un peu différentes, inédites, de se déplacer, de changer d'angle, de reculer, de faire des pas de côté. Moi, j'ai l'impression que plus on met des intentions, des idées, de la pensée dans une image, plus on a de la chance de voir les résultats de ses choix dans le résultat. Eh bien, merci pour ce cours accéléré ce soir sur le podcast. Quelle sera votre actualité, tout d'abord sur les éditions Mons, et ensuite individuellement? Est-ce que vous avez des projets, des courses à venir et des livres en préparation? Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Ouais, on a pas mal de livres en préparation. Donc un livre qui s'appellera Ultra Simple, qui va sortir dans quelques mois. On a une demi-douzaine de projets aussi qui sont en route, notamment un livre sur un propos plutôt scientifique, des scientifiques qui se sont penchés sur l'ultra, voilà, qui est un livre qui sortira au printemps. On a plusieurs rendez-vous dans les prochains mois. On hésite toujours à les dire parce qu'on a plein d'idées, et puis après encore faut-il qu'elles. Mais dans l'univers du trail, il y a pas mal de choses, peut-être aussi des pas de côté. Encore faut-il que tout ça aille au bout. Mais oui, on a pas mal de projets en route. À titre personnel, je continue à courir, donc je serai au Ménestrel à Moncontour en Bretagne dans pas longtemps. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir participer au Trail du Gaulois, rendez-vous de la Romagne-Hautoise au mois de février. Je vais aller courir aussi du côté des Deux Alpes au mois de janvier, le Trail du Petit Ballon, voilà. Et puis ensuite, sans doute, la Lozère, le Trail de la Lozère, qui est devenu un rendez-vous auquel je participe chaque année. Et puis après, on verra bien. J'ai pas trop d'idées sur le reste. J'aimerais bien me refaire une trace un jour, découvrir la Corse que j'ai toujours pas foulé. Donc voilà, on verra. Mais je continue à courir. Alexis, de ton côté? Donc là, on est à quelques jours de la Saint-Élion. Donc c'est la prochaine course que je vais photographier. Et puis ensuite, pareil, je serai au Ménestrel, une course en Bretagne qui nous est chère, et ça sera la fin d'une année bien chargée, avec
nombreux projets d'importance pour les mois à suivre, des films et voilà d'autres choses plus importantes encore. Eh bien, moi, je tenais à vous remercier parce que, à travers vos livres, à travers vos écrits, à travers vos photos, ce sont toujours des moments d'évasion que je prends plaisir à découvrir, même si le trail, comme les auditeurs le savent, n'est pas forcément la discipline que je pratique le plus. Mais je vous rejoins sur ce côté écriture, cette créativité que vous savez apporter à vos lecteurs. Eh bien, je trouve que c'est de belles choses que vous avez encore à nous transmettre. Donc, j'ai hâte de pouvoir découvrir ces futurs ouvrages. Et je vous remercie d'avoir pris du temps tous les deux, et c'est une première ce soir, pour enregistrer ce podcast. Merci à toi. Merci Sébastien. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous incite à vous rendre dans vos librairies pour découvrir les livres de Frédéric et Alexis aux éditions Mons. On est juste à quelques encablures de Noël, donc ça peut être un très très beau cadeau sur vos listes. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.